Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir les livres des 3 normes pour Noël, il faut pas attendre la semaine juste avant Noël pour pouvoir espérer de les avoir, parce qu'il faut un minimum 4-5 jours maintenant avec la poste au minimum pour être livré à temps, surtout en cette période de Noël. Et on commence tout de suite avec le petit Terry, avec un essai sur la fantaisie et ensuite sur un gros bébé que beaucoup estiment. Alors, commençons par Terry, commençons par 2 ouvrages qui sont les fins en fait de cycle et ça m'a rendu un petit peu triste pour tout vous dire. 2 ouvrages que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier c'est Carpe Jugulum de Terry Pratchett, donc c'est la fin du cycle des sorcières. Après bon, il y a un autre cycle sur les sorcières, mais vraiment le cycle des sorcières établi par Terry Pratchett, c'est son dernier tome et c'est un cycle que j'ai adoré déjà depuis le début, où on suit donc nos petites sorcières. Mes messieurs du temps, Nounou Hogg, vont être invités par Magra qui était leur amie sorcière du Coven et qui est devenue reine pour la sorte de baptême de son enfant, et elles sont donc avec Agnès, la nouvelle sorcière qui les accompagne. Ils s'en rendent donc au royaume de l'encre rencontrer, et ce qui est hyper drôle c'est qu'en fait ce dernier tome il reprend toutes les choses qu'on a vues dans le cycle des sorcières et qui sont hyper cool. Les personnages, voilà, ils ont tous évolué, ils ont tous avancé dans leur histoire. Et donc cet enfant va porter le nom de Esmeralda en l'honneur de Esmé, en l'honneur de mes messieurs du temps. Et tout va être déclenché le jour où, du baptême, où il y a des gens qui arrivent, des nobles, qui sont des vampires, voilà, mais qui ne se comportent pas comme des vampires, sauf que les vampires ils sont pas cool, et ils ont pas vraiment des volontés pacifistes, donc les sorcières vont devoir les affronter, mais ça va être beaucoup plus compliqué qu'elles le pensent, et donc c'est vraiment un texte qui parle de tous les clichés des vampires, genre les vampires là ils craignent pas là, et tu vois ces trucs, vraiment, et c'est hyper, genre il y a plein de références à Dracula, il y a plein de références à plein d'œuvres vampiriques, et pour le coup c'est assez drôle parce que on a un jeune vampire beau gosse qui tombe amoureux d'Agnès, et Agnès elle est pas décrite pour sa beauté dans le texte à plusieurs reprises, et donc elle est un peu tentée, mais en même temps en fait c'est un peu c'est pas Twilight avant l'heure, mais elle est un peu en mode mais j'ai pas envie, mais en même temps j'ai envie, c'est assez drôle. Et pour que le coup celui-ci était très très drôle, les personnages, même les vampires, étaient bien construits, étaient attachants, et quand on aime un peu les mythes vampiriques et tout, il y a vraiment des... Ils nous lâchent voilà, des blagues comme ça, et même sur les noms et tout, sur les références, ça devient drôle. Et en même temps, j'ai eu de la peine de finir ce livre, parce que c'est un livre qui est beaucoup dans l'émotion aussi, notamment avec mes messieurs du temps, parce qu'elle va faire des choix, il va lui arriver des choses où vraiment ça m'a serré le cœur. Je parle aussi de la transmission, du fait de grandir, d'évoluer, d'accepter de vieillir aussi d'une certaine manière. Et vraiment, il y a des moments, quand j'ai fermé le cycle, j'étais triste, parce que je me suis dit, mes petites sorcières, je suis pas sûre de forcément les retrouver dans le nouveau cycle, et elles ont tellement été drôles. C'est un des meilleurs cycles de Pratchett, c'est drôle, c'est enchanteur, il y a plein de références aux contes en fait dans le cycle des sorcières, que j'ai été vraiment transi dedans, puis on a des références à d'autres moments, à d'autres livres de Terry Pratchett. Donc pour le coup, dès le début, celui-ci t'est servi, et il est vraiment très très bien. C'est un des meilleurs, je trouve, du cycle des sorcières, je l'ai adoré. Ensuite, on passe au cycle de la mort, et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que celui-ci c'est le dernier du cycle. Donc là, on part sur une... J'allais dire Karate Kid, mais c'est vraiment là pour le coup un pastiche des films asiatiques d'action. Je suis un moine qui, avec son apprenti, vont devoir gérer le temps, parce que là ça parle du temps, notamment il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui ont été manipulées et qu'il faut pas. Donc il y a une fin du monde en préparation, et donc la mort va devoir reprendre sa faux pour redevenir un cavalier de l'apocalypse, quoi. Et sauf que les cavaliers de l'apocalypse, dedans ils sont particuliers. Guerre, sa femme ne veut pas, c'est une Valkyrie, elle veut pas qu'il aille à la guerre parce que il est fatigué. Il y en a, ils sont tellement improbables, donc il y a plein de références en fait à l'apocalypse, voilà, des références bibliques qui sont assez intéressantes. Et en même temps, on a l'histoire de ce moine qui est hyper badass, mais qui est balayeur en fait. Donc il y a un espèce de cliché du genre en mode, tu sais, dans les films d'action, c'est toujours des mecs très respectés et tout. Et le gars là, il passe le balai, mais il est badass. Et il y a toute cette aventure, notamment il y a plein de réflexions sur le temps. Il y a des créatures qui interviennent dedans et qui réfléchissent un peu à la nature humaine, et vraiment c'est hyper intéressant. Puis on retrouve Suzanne dans le texte qui va avoir une importance particulière, et je suis hyper contente de l'évolution de Suzanne dedans.
parce que Suzanne va rencontrer un horloger dans le texte et surtout elle est tellement bonne dans son métier d'institutrice que ça gêne un petit peu les institutrices qui travaillent avec elle, mais vraiment, il y a plein de références aux films d'arts martiaux, et sachant que moi je suis pas une hyper grande fan de films d'arts martiaux, j'en ai quand même vu beaucoup, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de références que ça. C'est drôle sans être moqueur, tu vois, ça ne se moque pas, au contraire c'est vraiment un hommage dedans, et les personnages sont hyper... Le personnage du moine m'a plié parce qu'il est trop drôle, mais de toute façon j'aime les petits vieux dans Terry Pratchett, il sait gérer les petits vieux avec vraiment... facilité et passion, et là on retrouve plein de personnages du cycle de la mort qui se retrouvent, et l'alternance entre le côté biblique et le côté arts-martiaux, il te mélange les deux et c'est hyper cool. Bref, aussi un petit pincement au cœur, du coup notamment avec Suzanne, ça m'a vraiment touchée parce que c'est un personnage que j'adore, c'est un de mes personnages préférés dans le cycle de Pratchett, et il y a son évolution à elle, de voir que... Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais ça m'a touchée, sa relation avec la mort aussi, le rôle de la mort aussi, qui va réfléchir un petit peu ce que ça représente. De toute façon, la mort, en fait, je pense que le cycle de la mort est mon préféré pour l'instant, et le cycle des sorcières et le cycle du guet se partagent la deuxième place, mais la mort est... Ah, puis le gay est quand même très très bon. Bref, la mort, c'est toujours des thématiques, c'est toujours des textes qui arrivent à faire rire et en même temps arrivent à te toucher profondément. Alors, c'est pas celui qui m'a le plus touché du cycle de la mort, mais il était vraiment super bien. Donc, les Terry Pratchett, j'ai pas vraiment envie de vous faire des chroniques hyper poussées parce qu'il faut que vous découvriez par vous-même. C'est des textes qui sont hyper courts, et pour le coup, celui-ci est très très bon en termes d'humour, en termes de références, et en plus, il mélange des choses qui n'ont rien à voir ensemble et des personnages qu'on retrouve quand on aime Pratchett, c'est vraiment une bonne conclusion. On passe à des textes qui ne sont pas du tout de la fantasy humoristique, on va passer je pense à l'essai que j'ai beaucoup aimé, même si je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça en fait. J'avais pas ouvert le livre, je pensais que c'était des actes de colloque. Et donc, moi, les actes de colloque à la fac, c'était pas ce qu'il y a présent dans le texte. Donc, c'est les actes du colloque des Imaginales 2018 sous la direction d'Anne Beston, qui est donc fantasy histoire, c'était la thématique. Je voulais m'acheter celui de Game of Thrones, mais je l'avais pas trouvé aux Imaginales. En fait, je me suis tellement précipitée parce que j'avais tellement pas le temps. Donc, moi, je pensais que les actes de colloque, comme j'avais à la fac, c'est un intervenant qui est là. Et donc, les actes de colloque, c'est une prise à l'écrit de ce qui a été dit, les questions, les réponses et ce genre de choses. C'est un compte rendu de colloque, nous on avait fait ça à la fac, et là en fait c'est juste la première partie. Je pensais clairement que c'était ce qui avait été dit dans les Magic Mirror aux Imaginales, c'est toutes les conférences. En fait je pensais que c'était vraiment le tapuscrit des conférences des Imaginales, et en fait il y a la parole aux écrivains qui est très très bien fait au début, où on a plusieurs écrivains, il y a notamment Jaworski il me semble dedans, oui, il y a Jaworski, Stéphanie Nico, Fabien Cerruti, Jean-Laurent Del Socorro et Estelle Faye, qui parlent en fait de leur rapport à l'histoire et ce que ça implique dans leur écrit. Et ensuite on a des textes universitaires. En fait c'est un recueil universitaire d'articles universitaires, c'est pas un acte de colloque au sens peut-être faculté que vous avez pu avoir, où c'est vraiment la prise de notes de ce qui était dit. Donc ça m'a plu, même si c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais d'une certaine manière, et que personnellement j'ai vraiment adoré le résumé des Imaginales qui avait été dit, et que j'étais un petit peu frustrée à la lecture. Donc c'est un texte, tout d'abord, personnellement, j'ai étudié un petit peu la fantasy à la fac. C'est un texte où on apprend plein de choses, donc voilà, si on connaît un petit peu les choses, on apprend plein de choses, et même pour les gens qui n'y connaissent rien, et la façon dont c'est fait, les références, on te tient énormément par la main, parfois un peu trop je trouve, mais c'est vraiment très grand public. Pour le coup c'est fait pour tous les lecteurs. On va avoir des docteurs, donc des gens qui ont fait des thèses sur des sujets qui sont en lien avec littérature, fantasy, bon ça va pas qu'avec la littérature. Donc il y a des articles qui m'ont plus ou moins plu. Il y en a un qui m'a beaucoup plu de Florian Besson qui s'appelle Sortir des Moyen-Âge imaginaires, le rythme historique de la fantasy médiévaliste. On a tout un article sur Tolkien qui était très intéressant aussi. On a des articles sur Ursula Le Guin, et on a des articles sur Mélusine. Alors simplement, quand on n'a pas lu les auteurs, ça peut être un petit peu perturbant, notamment Mélusine. Moi je l'ai étudié à la fac assez profondément quand on a étudié la littérature médiévale, on a lu les textes et tout, donc j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais lu les textes. Je crois qu'il y a même Harry Potter, il y a le steampunk, bref, ça touche un peu tous les genres. Il y a même, oui, le truc sur Pirates des Caraïbes était assez intéressant sur le rôle de la réinterprétation des films
par rapport aux Pirates des Caraïbes, comment ils ont joué avec l'histoire et tout ça. On a aussi le jeu Donjons et Dragons qui est traité. Bref, aussi, il y a aussi dans certains articles des témoignages de personnes qui parlent notamment des rôles, alors j'appelle ça des roleplay grandeur nature, mais vous savez, les gens qui pratiquent des roleplay en déguisement, bref, qui font de la reconstitution. Sur très précises comme la recréation de l'histoire dans la littérature fantasy d'expression polonaise. Voilà, on a un petit peu de tout, et ce qui fait qu'il y a des choses qui sont très accessibles, des choses un petit peu moins, mais en plus ça touche des thématiques, comme je dis, il y a un truc sur Harry Potter, il y a un truc... Et c'est intéressant de voir en fait comment histoire et fantasy s'entremêlent, comment l'histoire a une influence sur la fantasy, et comment la fantasy a aussi une influence sur l'histoire d'une certaine manière. On le voit avec la série Vikings, où il y a plein de gens qui pensent que la série Vikings c'est historique. Non, c'est sur History, mais History n'est pas connu pour être très historique, hein. C'est eux qui publient les trucs sur les aliens, hein, voilà, et ce genre de choses. Donc pour le coup, c'est un très bon livre. Je vais continuer à acheter les actes de colloque des Imaginales. Après, vous attendez pas à un compte rendu comme moi des colloques qui ont été faits dans les Magic Mirror, c'est pas du tout le but, mais c'était hyper intéressant. J'ai très envie de me procurer celui sur Game of Thrones pour voir un petit peu toutes les thématiques qui ont été traitées sur le sujet, sachant que j'adore cette série et que moi j'aime beaucoup les essais. Après, faut aimer les essais, hein. C'est des professeurs qui expliquent avec des termes plutôt simpliste, mais ça reste quand même de la recherche, et on apprend plein de choses sur le genre. Ça nous permet de voir un peu ce que les auteurs ont fait comme choix, et c'est intéressant d'avoir mis aussi le point de vue des auteurs au début pour en fait ils nous expliquent comment l'histoire ça a une influence sur le texte, et la fantasy est un biais tellement important au niveau de l'histoire, parce que c'est déjà, il y a beaucoup de textes qui s'inspirent de périodes historiques, voilà, c'est essentiel, et presque plus que dans un autre... Alors, il y a le roman policier ou le roman historique qui s'inspire de l'histoire aussi, ou voilà, mais la fantasy, elle a une faculté de réinterprétation historique, de pouvoir mêler plein de choses, et en même temps, il y a des gens qui sont vraiment dans l'histoire. Moi, je ne l'ai pas lu, mais je crois que Guy Gabriel Kay, lui, il est vraiment dans ce côté historique et tout. Il y a un côté fantasy, du moins il est publié chez un auteur de fantasy. Bref, vraiment intéressant. Et même l'article sur Ursula Le Guin était vraiment vraiment cool. Donc vraiment chouette à lire. Ça a été une très très bonne découverte. Alors là, c'est tous les livres qui datent un petit peu, hein. Je les ai liés il y a plus d'un mois. Je vais vous parler de ce livre, Le Bestiau. J'ai quelques petites choses à dire. Ça m'a un peu conforté dans l'idée du tome 1. Pour l'instant, je ne vois pas trop pas l'intérêt, mais je ne comprends pas la folie furieuse qu'il y a autour de cette saga pour certaines personnes. J'arrive pas à comprendre, voilà. On m'a dit, et je pense que je vais lire le tome 3. Si le tome 3 ne me convainc pas, j'arrête. Mais je pense que j'ai été un peu décontenancée parce que je pensais qu'on allait se situer dans une autre époque. Je le pensais sincèrement parce qu'on m'avait dit que chaque tome ont changé de point de vue. Et j'avais envie parce que l'histoire globale ne m'avait pas vraiment conquise dans le tome 1. Et il y avait un gros problème de traitement des personnages. J'avais aussi beaucoup de défauts. Il y avait des parties qui étaient plus ou moins bonnes, je trouve, plus ou moins bien écrites. Et a priori, c'est parce que l'auteur a réécrit, réécrit et réécrit. Et aussi, le côté ethnologue de l'auteur était beaucoup trop présent, ce qui rendait son récit très brouillon d'une certaine manière. Donc j'ai lu le tome 2 du Livre des Martyrs, donc Les Portes de la Maison des Morts. Et donc ça, c'est la suite directe, on va dire direct, du moins c'est la suite du tome 1, où on va retrouver les personnages qui ont survécu, parce que bon, il y a quand même eu beaucoup de nettoyage entre les deux, qui chacun, il va y avoir des groupes, va avoir une volonté, et tout va être un petit peu lié. Pour tout vous dire, je l'ai lu il y a un peu plus d'un mois, ça ne m'a pas particulièrement marqué. Il y a certains personnages qui me marquent, et là pour le coup je ne vais pas être méchante, je vais dire qu'il y a quand même du développement pour certains personnages. On a de l'attachement qu'il n'y avait pas du tout dans le tome 1, je trouve, pour certains personnages. Il y a aussi beaucoup de liens avec des personnages, voilà, des choses très horribles. Le Livre des Martyrs ne nous épargne pas. Je suis toujours assez admirative du fait que c'est très riche en termes de world building. Je vous disais, le tome 1 était un peu trop riche parce que c'était brouillon, mais pour le coup, là, c'est compréhensible. C'est quand même une bonne bête. Donc c'est des choses que j'accorde. Je trouve que la couverture est très très belle aussi, c'est une belle chose. Il y a plein de complots, ils essayent tous de se trahir les uns vers les autres, donc c'est assez intéressant. Il y a toujours un côté palpitant à l'histoire, mais il faut savoir que moi cette partie-là m'intéressait pas plus que ça, parce que le tome 1, il y avait eu l'histoire, bon, c'était pas forcément achevé, mais je pensais qu'on allait se déplacer, qu'on allait découvrir d'autres personnages et d'autres terres. C'est assez intéressant parce que assez moderne d'une certaine manière. Il y a des thématiques qui sont très fortes que j'ai beaucoup aimé, notamment sur il y a un personnage qui va être amené à essayer de sauver des dizaines
des milliers de personnes réfugiées suite au tome 1. Donc voilà, il y a des hors-la-loi qui vont devoir un peu avancer. Il y a tout un côté aussi un peu toujours religieux. Ce que j'aime bien, c'est que les dieux côtoient les humains dans le texte. Et il y a certains personnages, alors je peux pas vous spoiler, c'est pour ça que je peux pas aller en profondeur dans le texte, parce que sinon ça serait du spoil du tome 1. Mais il y a certains personnages qui sont vraiment bien exploités. On a aussi des personnages qu'on vient de découvrir et on connaissait des liens, notamment un personnage, on connaissait sa sœur dans le tome 1. Donc il y a tout un côté religieux qui est très intéressant, côté culturel, les créatures c'est très diversifié en termes de peuple, c'est hyper intéressant et c'est pas des clichés de créatures qu'on a l'habitude de voir, les elfes, les nains, les machins, c'est beaucoup plus poussé que ça. Voilà, il y a plein de choses qui sont développées, les dieux font leurs affaires et ça a des conséquences sur les hommes. Je l'ai lu assez rapidement, c'était assez fluide, c'était mieux en termes de personnages, après en termes d'intrigue et même en termes d'action. Alors autant le premier, ça pétait de partout, j'avais l'impression, alors vraiment la magie chez comment il s'appelle, Steve Erickson, c'est Michael Bay. Moi j'ai toujours dit ça pète de partout, les sorts, c'est grandiose, c'est grandiloquent, c'est même un peu trop Michael Bay pour moi. Et là c'est beaucoup plus calme en termes d'action, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'action et de côté un peu ça pète dans tous les sens. Il y a des moments j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs, hein. Je me suis un peu ennuyée à certains moments par des errances de personnages, donc pas forcément convaincue par l'histoire. Et je dois vous dire, alors ça c'est totalement du vécu, ce livre au niveau de la praticité de lecture, j'ai rarement vu un livre aussi pénible à lire. C'est d'une lourdeur, franchement. Le livre, je n'étais même pas capable de le lire dans mon lit, tellement il est lourd et que ça me faisait mal au poignet. J'étais obligée de m'asseoir et de le poser sur mes genoux, le livre, tellement il était lourd. Et je me dis, les gens qui ont j'ai des abonnés qui ont jusqu'à un certain âge, c'est hyper, il est hyper pas pratique à lire, il pèse, mais franchement, là même là, tu vois, là je l'ai en main, je me dis, c'est pas du tout pratique. Alors, il y a des pages et tout, alors voilà, il fait combien de pages? Il fait 900 pages. Mais en plus, comme la couverture, elle est un peu rigide et tout, et le dos collé, je sais pas, mais du genre, c'est vraiment pas confortable du tout de lecture. Voilà, pour le coup, je dois le dire parce que ça fait partie aussi de mon ressenti en tant que lecteur. Je trouve qu'ils sont pas pratiques à lire du tout. Ils sont trop grands, même à mettre dans la bibliothèque, ils sont énormes et c'est vraiment pénible à lire. Pour le coup, c'est pénible à lire, même si à l'intérieur c'est écrit assez gros et tout. Je dois dire que dans le texte, il y a aussi un truc parce que faut que ça remonte à mon cerveau. Il y a des choses que j'ai pas très bien compris, dans le sens, il y a des réactions que j'ai pas très bien compris pour les personnages. Il y a notamment une jeune fille qui va être envoyée, elle va être obligée un peu de donner son corps à des hommes, et au début, visiblement, elle n'avait pas vraiment choisi de faire ça, et il y a un espèce de syndrome de Stockholm dedans, et je trouve ça hyper vraiment j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'elle réagisse comme ça, franchement. Tomber amoureuse de son agresseur, je trouve ça quand même moyen, pour le coup. J'étais en mode, il y aurait peut-être pas d'autres choses à faire, surtout qu'il y a des femmes fortes dans le texte. Il y a ce moment-là, ça m'a un petit peu choquée, et le personnage est hyper agressif, voilà, pendant tout le texte, vraiment, c'est un peu une furie, hein, sur le coup, mais heureusement que son évolution fait qu'elle évolue et qu'elle est beaucoup plus sympathique. Mais c'est vrai qu'il y a des passages, j'étais en mode, ok, d'accord, je comprends pas du tout la réaction du personnage. J'ai vraiment, il y a une distance avec les personnages, j'étais en mode, je comprends pas du tout ce genre de réaction, pour le coup. Et le problème, c'est que, vous savez, le syndrome de Stockholm avec l'agresseur, ça a été vu et revu, et dans les faits, c'est pas ce qui est le plus courant, et surtout, c'est pas forcément ce qu'il faudrait le plus montrer, quoi. C'est plus à, je sais pas moi, à dénoncer l'acte ou à montrer qu'on peut s'en sortir d'une autre manière que de dire, oh mon Dieu, mon agresseur et en fait, il est super, quoi. Où est-il? Et puis qu'elle se fâche quand il lui arrive quelque chose. Je suis en mode, bon, d'accord. Bref, c'est un texte où j'ai été mitigée. Voilà, j'ai pas détesté, j'ai pas aimé, je suis entre les deux, et je vous dis, je donne encore une chance au tome 3 parce que, en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est world building autour, j'aime la construction, genre c'est hyper riche et tout ça, et je me dis que peut-être à partir du tome 3, je vais trouver un intérêt au texte, on va voyager, on va m'offrir autre chose, mais pour l'instant, c'est plutôt mitigé, hein. Je mettrais un 10 sur 20 moi pour si je mets jamais de notes, mais vous voyez vraiment comment c'est mitigé. Je suis un peu entre deux chaises et je comprends pas trop l'amour qu'il y a de cette série, voilà, parce qu'il y a des gens qui adorent. Parfois j'essaye de me mettre, mais là pour le coup même celui-ci, je trouve qu'il y a quand même pas mal de longueur et qu'il y a des moments c'est un petit peu ennuyant
contrairement au tome 1 qui était beaucoup plus dans la précipitation, mais il est moins brouillon. Faut déjà, je trouve que c'est beaucoup plus clair, voilà, les choses sont beaucoup plus énoncées, mais faut savoir déjà que pour le coup, il faut être concentré dans cette lecture, hein. C'est pas un petit livre que tu lis comme ça, il faut être concentré, mais une fois concentré, ça se lit très bien. N'ayez pas peur de le livre des martyrs, ne croyez pas forcément ce qu'on vous dit, comme quoi c'est très difficile et tout, c'est que pour les bons lecteurs de fantasy. Non, si t'as lu quelques livres de fantasy, que t'es prêt à lire un petit truc un peu costaud et que tu es concentré pendant ta lecture, il y aura pas de problème. Donc voilà, on va tester le tome 3, mais mitigé quoi. Vous savez, ça m'embête pour le livre des martyrs de pas aimer, parce qu'il y a des choses qui sont bien et j'ai l'impression que il y a un truc qui se fait pas entre moi et le livre, il y a un attachement qui se fait pas. Alors là, on a de la description de personnage, mais ça fait pas, à part Félicine, je crois que ça s'appelait comme ça, la jeune fille que je vous disais qui est un peu compliquée. Félicine a un autre personnage féminin dont je peux pas vous dire le nom, sinon ça va être du spoil par rapport à la suite, mais à part ces deux personnages là et le personnage de Crocus que j'aime bien, j'ai un peu du mal avec les autres persos, il y a une froideur dans le texte et le problème c'est qu'ils meurent tellement, c'est encore pire que Game of Thrones parce que Game of Thrones on a quand même de l'attachement des personnages avant que George les tue. Là les persos ils sont tellement malmenés dans le texte que t'as même pas la volonté de vouloir t'attacher aux personnages. Moi j'arrive pas à avoir l'effort de vouloir m'attacher, donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez aimé le livre des martyrs de donner votre avis et si vous n'avez pas aimé non plus, voilà que comme ça permettra aux gens d'avoir différents points de vue et ça c'est toujours intéressant. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.